De toute façon, on la suit, la télé russe, hein, vous comme Oui. moi. On voit bien. On espérait qu'il n'y avait pas que ça. On voit bien que le reflet officiel, c'est que ils tiennent les positions, ils progressent. Quand ils ont des difficultés, c'est la faute de Zelensky qui est soumis aux Américains. Enfin, on a tout ce cercle-là. Mais il n'y a aucun détail sur ce qui se passe exactement sur le terrain. C'est-à-dire que on parle macro à la télé russe. On avance, ou on stagne, ou on garde les positions, ou on bombarde, mais il n'y a pas à l'échelle de l'homme, comment ça se passe. L'homme n'existe pas. L'homme n'existe pas, c'est la masse. C'est très soviétique hein, comme communication. Et cet effet de masse donne l'impression qu'il gère la situation, que Poutine et son administration et l'administration militaire gèrent la situation. Parce que c'est factuel, on a avancé, on garde les positions, on a bombardé, on a détruit tant de cibles. Il n'y a pas à l'échelle de l'homme, à l'échelle micro, il n'y a aucune information. Donc du coup, ça va de découverte en découverte. Il y a quelques sources d'informations, mais qui sont très peu accessible pour des personnes comme une maman de quelqu'un de mobilisé au fin fond de la Russie. Parce que là, c'est pas une moscovite qu'on entend là, en l'occurrence. C'est pas quelqu'un qui habite à Saint-Pétersbourg. C'est des gens qui sont en province. Il y a peu de moscovites ou d'habitants de Saint-Pétersbourg de toute façon, qui doivent se battre. Ceux-là, ils ont quitté le pays et on les a laissés faire. Ils sont, vous les voyez aujourd'hui sur Instagram, par exemple. Ils sont soit quelque part en Turquie, soit quelque part en Géorgie, mais ils sont surtout pas en Russie. On va dire que la partie instruite des mobilisés ne s'est pas laissée mobiliser, ou très peu. C'est la partie effectivement de province où on leur a promis de l'argent en plus. Hein, ils sont payés quand même. Et puis il y avait des primes pour les morts qui étaient mirobolantes. Donc du coup, qui se sont engagés parce que ils viennent des provinces où il n'y a pas d'emploi, il y a pas de. Il y a aussi des vidéos de beaucoup qui n'avaient touché rien perçu. Oui, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais effectivement, à l'échelle de l'homme, à l'échelle micro, il n'y a aucune information qui filtre au niveau de la communication officielle russe. Donc, du coup, les familles découvrent quand ils arrivent à être joints par leurs soldats engagés. Et ça, c'est très rare. Souvenez-vous, les premiers mobilisés le 24 février, on leur avait pris leur téléphone. Ils n'avaient aucun moyen de communication. Ils volaient les téléphones aux Ukrainiens pour pouvoir communiquer. Aujourd'hui, il y a eu ceux mobilisés en octobre. Apparemment, certains sont partis avec les téléphones. Donc, on a des informations des communications qui arrivent, mais que ça reste quand même complexe. Alors, on va revenir maintenant sur les attaques ukrainiennes qui se sont produites hier sur les bases d'Engels, de Ryazan, respectivement 700 km de Kharkiv, celle de Ryazan est à 570 km, et à la réaction des États-Unis hier. Elle s'est fait entendre à 3 reprises, assez ambiguë. On va la décrypter ensemble. Le premier à avoir réagi, c'est Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, qui a sans doute été le plus ferme. Écoutons-le. Nous n'avons pas fourni à l'Ukraine des armes à utiliser à l'intérieur du territoire russe. Nous avons été très clairs sur le fait qu'il s'agit de matériel défensif. Le président l'a dit très clairement il y a quelque temps, nous ne permettons pas à l'Ukraine d'organiser des frappes au-delà de ses frontières. Nuance du côté des États-Unis. 2 autres personnes, et pas des moindres, ont pris la parole. Vous allez voir, c'est sensible comme sujet. La réponse à votre question est non. Nous ne faisons rien pour empêcher l'Ukraine de développer ses propres capacités militaires. Nous n'avons ni encouragé ni aidé les Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie. Mais ce qui importe, c'est de comprendre ce que les Ukrainiens vivent au quotidien avec l'agression russe en cours contre leur pays et notre détermination à faire en sorte qu'ils aient entre leurs mains, avec de nombreux autres partenaires dans le monde, l'équipement dont ils ont besoin pour se défendre, pour défendre leur territoire, pour défendre leur liberté. David Riguleros, que faut-il retenir? Il y a une certaine ambiguïté, mais néanmoins une volonté peut-être de ne pas aller à l'escalade, en fait. C'est clair, de toute façon, c'était la ligne depuis le début, c'est de ne pas être un co-belligérant actif. Donc le maintien du soutien est assuré. En revanche, les lignes rouges commencent à être quand même plus explicites. Il y a eu une succession de déclarations. Je rappellerai la déclaration qui n'était pas sibylline du chef d'état-major Marc Millet 16 novembre dernier, qui disait que les Ukrainiens n'auraient pas la possibilité, ne seraient pas en capacité militaire
d'aller jusqu'en Crimée et de récupérer la totalité. Donc c'était déjà un signe un message. Hein. Et puis les messages se sont accélérés. Et puis on vient d'apprendre que les HIMARS qui avaient été fournis aux Ukrainiens auraient été bridés. Justement pour éviter que les frappes puissent aller en profondeur. Donc c'est aussi un message destiné à Moscou pour dire on soutient l'Ukraine, mais jusqu'à un certain niveau. Et c'est évidemment un message à double étendre pour Zelensky, puisque lui, il est dans sa posture présidentielle d'un pays agressé, donc il martèle qu'il récupérera l'ensemble des territoires. Mais on voit bien qu'il y a un jeu effectivement ténu qui est à l'œuvre, parce que les Américains ne peuvent pas se permettre de passer le pas. Mais est-ce que c'est un jeu diplomatique? Parce que par le passé, dans d'autres conflits, on sait que les Américains, quand le Pentagone n'y allait pas, quand les armées n'y allaient pas, il y avait des officines pour y aller et pour aider. Et on a le sentiment que les Américains ont un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu le cul entre les deux chaises. Oui, parce que le soutien était massif. Donc effectivement, ils ne peuvent pas se dédire. Mais en même temps, quand on voit les frappes qui ont eu lieu en profondeur, 500 km, 700, c'est des Tupolev 141, c'est-à-dire ce sont des armes soviétiques en fait, c'est pas des armes américaines hein, qui ont été rétrofacturées à partir de justement pour voir. Ce sont des drones en fait de reconnaissance qui ont été aménagés, mais ce sont pas des armes américaines. Oui, mais les Américains laissent, je veux dire, largement les Ukrainiens. Pas largement, parce qu'ils ont quand même manifesté le fait qu'ils encourageaient pas du tout. Hein, donc il y a des initiatives aussi sur le terrain de la part de l'armée ukrainienne. Donc c'est très difficile. Il y a un jeu de balancier qui est très difficile pour pas se dédire sur le maintien du soutien et en même temps pour faire comprendre qu'il y a quand même des lignes rouges de part et d'autre.